Dans un espace vectoriel quelconque, on dit qu'une famille de vecteurs E1, EP est génératrice de E si tout vecteur de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des EI, ou autrement dit, si pour tout x appartenant à E, il existe des scalaires lambda i tels que x est égal à la somme des lambda i EI. Le fait qu'une famille de vecteurs E1, EP soit génératrice peut être caractérisé en regardant le sous-espace qui est engendré par les EI. En effet, ce vect, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec les EI. Donc dire que les EI sont générateurs de E signifie que ce vect, c'est l'espace E tout entier. Cette situation, on l'a plus ou moins déjà rencontrée avec non pas les familles de vecteurs, mais les sous-espaces. Souvenez-vous, quand on avait deux sous-espaces F et G qui vérifiaient F plus G est égal à E tout entier, là aussi, on aurait pu dire que les sous-espaces F et G étaient en quelque sorte générateurs de E, même si ça ne se dit pas, puisque cette phrase F plus G égale E, elle signifiait que tout vecteur de E pouvait être décomposé comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Vous voyez que pour une famille de vecteurs, c'est un peu la même idée, elle est génératrice si et seulement si, pour tout x appartenant à E, il existe des scalaires lambda 1, lambda p, tel que x est égal à la combinaison linéaire lambda 1 E1 plus lambda p EP. Attention, ces scalaires lambda i ne sont pas forcément uniques. On peut très bien imaginer qu'un vecteur x soit égal à une autre combinaison linéaire des EI, mettons qu'il faut intervenir d'autres scalaires μi, sans que l'on puisse identifier lambda 1 avec mu1, lambda 2 avec mu2, etc. jusqu'à lambda p avec mu p. Mais en fait, si on y réfléchit, on sait très bien dans quel cadre est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire cette identification. C'est quasiment la définition d'une famille libre, puisque, souvenez-vous, si jamais on fait passer tous les vecteurs du même côté du égal, on se retrouve avec une combinaison linéaire des EI qui est égale au vecteur nul. Et dans cette situation, la question est bien de savoir si les EI sont libres ou pas, pour savoir si ça nous permet d'en déduire que les coefficients ici pour chacun des EI sont nuls ou pas. Et le fait de dire que tous ces coefficients sont nuls signifie bien que tous les lambda i sont égaux au mu i. Du coup, en fait, ce qu'on comprend, c'est que ces scalaires lambda i, ils sont uniques, si et seulement si la famille E1EP est libre. On est en train ici d'identifier une situation qui va donc être très intéressante, c'est celle d'une famille E1EP qui est à la fois génératrice de E et aussi libre. Dans cette situation, pour tout x appartenant à E, il existe donc des lambda i tels que x est égal à la combinaison linéaire la somme des lambda i EI, et en plus, ces lambda i sont uniques. Dans ces cas-là, ça porte un nom, on dit que la famille E1EP est une base de E. Ça nous amène à cette définition, la définition d'une base ou d'une base finie. Base finie, ça veut tout simplement dire une base qui comporte un nombre fini de vecteurs. Donc E est un espace vectoriel, et donc ce qu'on appelle une base de E, c'est une famille de vecteurs E1EP qui est à la fois libre et génératrice. Dans ce cas, comme on l'a vu, chaque vecteur x appartenant à E s'écrit comme une combinaison linéaire des EI, puisque la famille est génératrice, et ensuite les coefficients lambda i sont uniques, puisque la famille est libre. Ces coefficients lambda i, ils portent un nom, on les appelle les coordonnées de x dans la base E. Ce sont des nombres qui caractérisent le vecteur x, et pour chaque vecteur x, on peut du coup lui associer ce qu'on appelle la matrice colonne de ces coordonnées, et qui est juste la colonne qui comporte ici les lambda i. Alors comme notation, vous pourrez trouver celle-ci, la matrice dans E de x, mais dans ce cours, on va utiliser une notation abrégée qui est le crochet de x dans E. Ça, le crochet de x dans E, c'est donc les coordonnées de x dans la base E. Alors, dans la plupart des espaces vectoriels qu'on connaît, on va pouvoir tout de suite identifier des bases très simples. Tout d'abord, dans k puissance n. Un vecteur x de k puissance n, il va toujours s'écrire comme un vecteur colonne x1, xn, où chacun des xi appartient à k. Or, un tel vecteur, on va toujours pouvoir l'écrire de la façon suivante. Regardez, on va pouvoir écrire que c'est x1 fois ce vecteur-là, plus x2 fois ce vecteur-là, plus etc., plus xn fois ce vecteur-là. Cette décomposition pouvant être faite pour n'importe quel vecteur x appartenant à k puissance n, ça montre que cette famille de vecteurs-là est génératrice de k puissance n. De plus, elle est clairement libre. C'est donc une base de k puissance n. Dans cette base, les coordonnées du vecteur x, c'est tout simplement les xi eux-mêmes.
Cette base est en fait la base la plus simple, la plus naturelle de k puissance n. Elle porte un nom, on l'appelle la base canonique de k puissance n. On la note parfois can. En fait, de façon générale, dans un espace vectoriel, ce qu'on appelle la base canonique, c'est toujours la base la plus simple que l'on peut imaginer. Dans Kn crochet x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur à n, eh bien, tout polynôme, par définition, s'écrit de cette façon-là, où les AI sont les coefficients du polynôme. Eh bien ça montre que P est une combinaison linéaire des polynômes 1, x, x2, etc. jusqu'à x puissance n. D'autre part, les coefficients qui interviennent dans cette combinaison linéaire, les AI, ils sont bien uniques, par unicité des coefficients d'un polynôme. Donc ce que signifie ce travail, qui est vrai pour n'importe quel polynôme P appartenant à Kn crochet x, c'est bien que cette famille de vecteurs 1x, x2 jusqu'à x puissance n est une base de Kn crochet x. Et c'est elle, sans surprise, qu'on appelle la base canonique de Kn crochet x. Elle aussi, on l'écrit can. Dans cette base, les coordonnées du polynôme P, ce sont les AI, c'est-à-dire tout simplement les coefficients du polynôme P. Troisième exemple, dans l'espace vectoriel MNP de K, l'espace de matrice, alors nous, pour faire les dessins, pour voir les choses, on va se placer dans l'ensemble des matrices à 2 lignes et 3 colonnes. N'importe quelle matrice M, par définition, on peut toujours l'écrire de cette façon-là. Et cette matrice, on peut l'écrire de cette façon-là, c'est M11 fois cette matrice, plus M12 fois cette matrice-là, plus M13 fois cette matrice-là, etc., etc. Ça montre que cette famille de 6 matrices-là, elle est génératrice, et puis elle est également libre. Là, les MIJ, ils sont bien uniques, c'est les coefficients de la matrice grand M. Donc cette famille de 6 matrices ici en rouge, c'est donc une base de M de 3 de K, et c'est cette famille-là qu'on appelle la base canonique de M de 3 de K. En fait, ces matrices en rouge, là, on les connaît déjà, souvenez-vous, on les avait appelées les matrices élémentaires de M de 3 de K, et on les avait notées les EIJ. De manière générale, la matrice EIJ, c'est la matrice qui ne comporte que des zéros, sauf à l'emplacement ligne I colonne J, où là, c'est un 1. Par exemple, cette matrice-là, c'est une matrice que l'on note E1, 3, puisque le 1, il est en position première ligne et troisième colonne. De façon générale, dans l'espace vectoriel MNP de K, ce qu'on appelle la base canonique, c'est la famille des EI et J, des matrices élémentaires, donc, où I appartient à un N et J appartient à un P. Dans cette base, les coordonnées d'une matrice M, eh bien, c'est tout simplement les coefficients MIJ de cette matrice. Voilà pour les bases canoniques. Bien évidemment, il n'y a pas du tout unicité des bases. En fait, dans n'importe quel espace vectoriel, à part l'espace nul, mais dans n'importe quel espace vectoriel, il y a toujours une infinité de bases, on le verra. Il y a une autre base aussi qu'on a déjà rencontrée, qu'on connaît déjà dans Kn crochet x, c'est la famille de vecteurs 1, x moins alpha au carré, etc., jusqu'à x moins alpha puissance n. Cette famille, on va l'appeler B alpha, où alpha est un scalaire quelconque. Cette famille, c'est bien une base. Pourquoi? Tout d'abord, elle est libre, par exemple, parce que les polynômes qui interviennent dans cette famille sont tous de degrés distincts. Et puis d'autre part, elle est également génératrice. Pourquoi? Eh bien, grâce à la formule de Taylor. Souvenez-vous, n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à n, il s'écrit de cette façon-là. P de alpha, c'est-à-dire P de alpha fois 1, plus P' de alpha fois x moins alpha, plus etc. jusqu'à Pn de alpha sur factoriel n fois x moins alpha puissance n. Cette formule, elle montre bien que n'importe quel polynôme P est bien une combinaison linéaire des polynômes qui constituent cette famille, donc elle est bien génératrice. C'est donc bien une base de Kn crochet x. Dans cette base, les coordonnées d'un polynôme P, eh bien, ce sont les pk de alpha sur factoriel k. Attention, il ne faudrait pas croire que dans les espaces de polynômes, les bases, elles sont forcément faites de polynômes qui sont tous de degrés distincts. Pas du tout. En fait, une base, ça peut être une famille de polynômes tout à fait quelconque. Regardez, pour le montrer, on va s'intéresser à une famille de polynômes qu'on a déjà rencontrée, la famille x2, 1 plus x, 1 plus x2. Ces polynômes-là, ils ne sont pas du tout de degrés distincts. Là, le premier et le troisième, ils sont tous les deux de degré 2. Et pourtant, on va montrer que cette famille est une base de R2 crochet x. Pour cela, on va revenir à la définition, c'est-à-dire montrer que cette famille est libre d'une part et génératrice d'autre part. Alors libre, en fait, on l'avait déjà fait dans une vidéo précédente, donc ça c'est bon. Reste à montrer que cette famille, qu'on va noter B, est génératrice de R2 crochet x. Alors ça c'est beaucoup plus dur, puisque ça consiste à montrer que n'importe quel polynôme de R2 crochet x peut s'écrire comme une combinaison linéaire de x2, 1 plus x et 1 plus x2.
Pour le démontrer, eh bien, on va le faire bravement, hein, en considérant un polynôme P quelconque de R de crochet X. Donc par exemple A plus BX plus CX2, où A, B, C sont trois réels. Et on va chercher du coup trois réels lambda 1, lambda 2 et lambda 3, qui vérifient que ce polynôme P est égal à lambda 1 fois le premier vecteur de B, c'est-à-dire x2, plus lambda 2 fois 1 plus x, plus lambda 3 fois 1 plus x2. Pour faire cette recherche ici de lambda 1, lambda 2 et lambda 3, pour montrer leur existence, on va utiliser une technique vraiment basique, qui est que cette expression ici avec les lambda i, on va commencer par la mettre sous sa forme développée des polynômes, c'est-à-dire partie constante, partie en x et partie en x2, ça donne la chose suivante. Puis utiliser un théorème qui dit que deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Autrement dit, cette égalité P est égale à tout ça, elle est égale si et seulement si le coefficient constant de P, c'est-à-dire petit a, est égal au coefficient constant de cette expression, c'est-à-dire lambda 2 plus lambda 3, et idem pour le coefficient en x et en x2. Ça, eh bien, ça nous amène à un système linéaire sur les lambda i. Et ce système, quand on le regarde un peu, eh bien, on se rend compte qu'on peut tout à fait le résoudre. En fait, pour qu'il soit vrai, il suffit de poser, alors lambda 2 est égal à b, et puis du coup lambda 3 est égal à a moins b, et enfin lambda 1 est égal à c moins a moins b, c'est-à-dire a moins a plus b plus c. L'existence de ces lambda i montre bien que ce polynôme P est une combinaison linéaire des trois vecteurs de la famille B. Ce travail étant vrai pour tout polynôme P de R de crochet X, on a bien montré que la famille B est génératrice de R de crochet X. Puisque B est à la fois libre et génératrice, c'est bien une base de R de crochet X. Au passage, le travail qui a été fait montre plus, il permet de passer d'une représentation dans une base à une autre, puisque au départ on était parti d'un polynôme qui était exprimé dans la base canonique. Ici, ça signifie que le vecteur de ses coordonnées dans la base canonique, eh bien, c'est la colonne A, B, C, hein, c'est tout simplement les coefficients du polynôme. Et on a montré que ce polynôme, il était égal à donc, une combinaison linéaire des vecteurs de B, et une combinaison linéaire qu'on a explicitée, hein, puisque ici on a le lambda 1, le lambda 2 et le lambda 3. Cette forme, elle signifie que les coordonnées de P dans la base B, eh bien, c'est la colonne moins A plus B plus C, B et A moins B. Sans surprise, on s'aperçoit que les coordonnées d'un vecteur, eh bien, elles dépendent de la base qu'on a choisie. Revenons au cas général. On va maintenant essayer de faire des liens entre la notion de base et des notions qui concernent les sous-espaces. Tout à l'heure, on avait déjà mis en évidence une analogie entre d'une part le cas des familles génératrices de E et d'autre part des sous-espaces F et G qui vérifiaient que F plus G était égal à E. Et là encore, pour la notion de base, on va voir qu'il y a un analogue pour les sous-espaces, qui est une notion qu'on a déjà vue, à savoir la notion de sous-espace supplémentaire. Pour les familles de vecteurs, si en plus d'être génératrice, une famille était supposée libre, alors ça permettait de dire que non seulement les vecteurs étaient des combinaisons linéaires des EI, mais qu'en plus ces décompositions étaient uniques. Et bien pour les sous-espaces, en fait, on avait déjà vu quelque chose de tout à fait analogue, puisque si on avait deux sous-espaces F plus G, qui étaient F et G, pardon, dont la somme valait E, et qu'on rajoutait une hypothèse selon laquelle ils ne s'intersectaient qu'en 0, alors tous les vecteurs de E non seulement admettaient une décomposition sous la forme de un vecteur de F plus un vecteur de G, mais en plus on avait unicité de cette décomposition. Cette situation portait un nom, on disait alors que les deux sous-espaces F et G étaient supplémentaires dans E. Et on le notait de cette façon-là, F plus entouré G est égal à E. On va maintenant voir des théorèmes qui font le lien entre d'abord les bases d'une part et ensuite les sous-espaces supplémentaires d'autre part. Il s'agit du théorème des bases adaptées, ou plutôt des théorèmes des bases adaptées, puisqu'il y a en fait deux théorèmes. Intéressons-nous tout de suite au premier. Lisons l'énoncé, donc E est un K-espace vectoriel. On suppose ici que F et G sont deux sous-espaces qui vérifient, premièrement, qu'ils sont supplémentaires dans E, et que deuxièmement, chacun de ces sous-espaces admet une base. Alors pour F, c'est une base qu'on note E1, EK, et pour G, la base, on la note EK plus 1, EN. Le théorème dit la chose suivante, dans cette situation, si jamais on concatène les deux bases, c'est-à-dire qu'on crée une seule et même famille E1, EK, virgule, EK plus 1, EN, alors on obtient une base de E tout entier. Ce théorème, on peut en fait tout à fait l'interpréter géométriquement. Souvenez-vous de ce dessin un peu typique de deux sous-espaces supplémentaires dans R3. Le cas d'un plan, ici F en violet, et puis grand G d'une droite, une droite qui n'intersecte grand F qu'en 0.
Ce que dit le théorème dans ce cas, c'est que si jamais on dispose d'une base de f, alors f ici est un plan, donc une base, ce serait une famille forcément de deux vecteurs non collinéaires de f, mettons E1 et E2. Et si d'autre part on dispose d'une base de G, alors G est une droite vectorielle, donc une base de G, ce serait une famille d'un seul vecteur, un vecteur qui dirige la droite, mettons E3. Alors la famille E1, E2, E3 est une base de R3. Démontrons ce théorème dans le cas général. Alors comme ici l'objectif c'est de démontrer que cette famille-là, grand E, est une base, on va donc démontrer qu'elle est libre et qu'elle est génératrice. En fait ici, paradoxalement, le plus simple c'est de démontrer qu'elle est génératrice. Pour ça, on fixe un vecteur x appartenant à E. Étant donné que par hypothèse f plus g est égal à E, alors on sait que ce vecteur x, il peut se décomposer comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Maintenant, xf comme tout vecteur de f, étant donné que E1, EK est une base de f, eh bien ce vecteur c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs E1, EK. Et d'autre part, idem, le vecteur xg, puisque ek plus 1 en est une base de g, eh bien c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs ek plus 1 jusqu'à en. Ce qui prouve bien du coup que x est une combinaison linéaire de tous ces vecteurs-là, de tous les ei, de E1 jusqu'à en. Ce travail étant vrai pour n'importe quel vecteur x appartenant à E, on a bien montré que cette famille est génératrice. Montrons maintenant qu'elle est libre. Comme d'habitude, on va fixer des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n et supposer que la combinaison linéaire de la somme des lambda i et i est égale à 0. Le but est à partir de maintenant de démontrer que tous les lambda i valent 0. Là, suivez bien, c'est pas évident. Tout d'abord, la première chose qu'on peut faire, c'est tous ces vecteurs-là, les vecteurs qui appartiennent à G, on peut les faire passer de l'autre côté du signe égal. À ce moment-là, ce vecteur-là, qu'on va appeler petit a, eh bien, on va pouvoir dire plusieurs choses dessus. Premièrement, ici, c'est une combinaison linéaire des ei, donc c'est un vecteur qui appartient à f. Mais du coup, d'après cette égalité, il est aussi égal à ce vecteur-là, qui est une combinaison linéaire des ek plus 1 jusqu'à en, et qui donc, en tant que tel, est un vecteur qui appartient à G. Donc, A appartient à f inter G, puisqu'il appartient à la fois à f et à G. Or, souvenez-vous, par hypothèse, on sait que f et g sont supplémentaires, ce qui signifie que non seulement ils engendrent E, mais aussi qu'ils ne s'intersectent qu'en 0. Donc on sait que f inter g, c'est le sous-espace nul, ce qui nous donne que ce vecteur A vaut 0. Du coup, toute cette combinaison linéaire-là vaut 0, et comme les ei sont libres, c'est une base de f, eh bien ça implique immédiatement que tous les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda k sont tous nuls. De la même manière, toute cette combinaison linéaire ici est nulle. Et pareil, les ek plus 1 jusqu'à en, ce sont une base de G, donc en particulier ils sont libres, ce qui donne que tous les scalaires de lambda k plus 1 jusqu'à lambda n sont nuls. On a donc bien montré que tous les lambda i qui intervenaient dans la combinaison linéaire initiale sont nuls. Ce travail montre bien que cette famille de vecteurs, les ei de E1 jusqu'à en, est une famille libre. Conclusion, comme c'est une famille qui est à la fois génératrice et libre, eh bien c'est une base de E, et donc le théorème est démontré. Passons maintenant au deuxième théorème des bases adaptées. C'est une sorte de réciproque du premier théorème au sens où on va un peu faire le chemin inverse. Cette fois-ci, on va partir d'une base de E, donc les ei de E1 jusqu'à en, et cette base de E, on va la couper en deux, c'est-à-dire qu'on va la séparer en deux familles de vecteurs. La première, les premiers vecteurs qui vont donc de E1 jusqu'à, mettons, EK. Et la deuxième famille, qui correspond au vecteur qui reste, c'est donc les ek plus 1 jusqu'à en. Le théorème dit alors la chose suivante. Si jamais on s'intéresse premièrement à l'espace qui est engendré par les premiers vecteurs, c'est-à-dire au sous-espace f qui est le vect de E1 jusqu'à EK, et si on s'intéresse ensuite au sous-espace qui est engendré par la deuxième famille de vecteurs qu'on va noter G, qui est le vect donc de ek plus 1 jusqu'à en, eh bien ces deux sous-espaces f et g sont supplémentaires dans E.
Démontrons ce théorème rapidement. Alors cette fois-ci, on ne va pas rédiger, en fait, c'est un peu les mêmes types d'arguments que précédemment. Pourquoi est-ce que ce théorème est vrai? Eh bien parce que si jamais vous prenez n'importe quel x appartenant à E, ce x, étant donné que E1, En est une base, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire des EI. Et dans cette combinaison linéaire, vous pouvez isoler la partie de gauche qui appartient à F et la partie de droite qui appartient à G. Ça montre bien que votre x, il est la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Ce travail étant vrai pour n'importe quel x appartenant à E, ça montre que eh bien, F plus G est égal à E. Maintenant, pour montrer que f inter g est réduit à 0, on considère un x qui appartient à f inter g, et ce qu'on va pouvoir en dire, c'est que premièrement, il appartient à f, donc c'est une combinaison linéaire des EI de E1 jusqu'à EK, et puis deuxièmement, il appartient à g, donc c'est aussi une combinaison linéaire des EK plus 1 jusqu'à En. Maintenant, si jamais on fait tout passer du même côté du égal, on se ramène à une combinaison linéaire des EI qui vaut 0. Or, les EI, ils sont libres de E1 jusqu'à En, puisque la famille de E1 jusqu'à En est une base de E. Donc, cette combinaison linéaire nulle, elle implique que tous les lambda i sont nuls, ce qui nous donne en particulier que le vecteur x est lui-même nul. On a donc bien montré que f inter g est réduit à 0, et puis d'autre part, on avait démontré que f plus g était égal à E, donc on a bien que f et g sont supplémentaires dans E. À ce stade, vous ne voyez pas forcément à quel point ces théorèmes des bases adaptées sont importants en algèbre linéaire, mais faites-moi confiance, ils sont très importants. Notamment le premier en fait, puisque le premier, il permet de construire des bases qui ne sont pas prises au hasard, mais qui précisément sont adaptées à certaines situations géométriques, en fait adaptées à deux sous-espaces supplémentaires, d'où le nom du théorème, le théorème des bases adaptées.